En Amérique du Nord, l'invasion des petits coléoptères de la ruche est centrée dans les États du sud-est des États-Unis. Les deux chercheurs autrichiens parcourent des milliers de kilomètres pour rencontrer des experts et des victimes. Premier arrêt, Bee City, en Caroline du Sud, un rucher pédagogique et une destination très prisée des excursionnistes. Archie Beering, le propriétaire, se fait un plaisir de relater à Gérald Karsberger ses problèmes avec les coléoptères. La grande expertise d'Archie Beering est reconnue bien au-delà de la Caroline du Sud. Depuis quelque temps déjà, le rucher de Bee City héberge aussi un grand nombre de coléoptères que les visiteurs ne voient pas. Cela n'atténue pas leur plaisir, néanmoins, Ernst Oettinger ouvre la première ruche. Elle fourmille de coléoptères. En Caroline du Sud, tous les ruchers sont touchés. J'irais jusqu'à dire que tous ceux qui affirment ne pas avoir de problème avec le coléoptère de la ruche n'ont pas d'abeilles. Tout le monde vit ce problème. Tous ceux à qui j'ai parlé sont aux prises avec le petit coléoptère de la ruche. Certes, on produit du miel ici en Caroline du Sud, mais le plus important pour l'entreprise, c'est la pollinisation des vergers et des potagers par les abeilles. Dans les ruches de Bee City, les coléoptères se rassemblent, comme d'habitude, à l'arrière, sous le couvercle. Un bon nombre d'apiculteurs de la région ont perdu leur entreprise à cause du petit coléoptère de la ruche. Et il y en aura plusieurs autres si ça continue. Je connais des apiculteurs qui ont perdu de 500 à 600 ruches à cause du coléoptère. Je pense, comme plusieurs autres, que le petit coléoptère de la ruche va représenter un plus grave problème que tous les autres parasites mis ensemble. De retour chez lui en Floride, l'inspecteur David Westervelt montre aux deux chercheurs européens les terribles effets d'une invasion de coléoptères sur une entreprise mellifère. Un vrai cauchemar. Où que l'on regarde, il y a des larves de coléoptères. Tous les rayons de miel semblent avoir été contaminés et regorgent de larves. Juste avant la métamorphose, elles tombent des rayons sur la pierre et elles rampent jusqu'à l'extérieur. Les larves s'orientent vers la lumière, comme dans la ruche. D'innombrables larves se noient dans les égouts où sont la proie des fourmis, mais la plupart se retrouvent à l'air libre, puis dans la terre sablonneuse. On sait que les larves du petit coléoptère de la ruche peuvent parcourir jusqu'à 80 mètres. Fait étonnant, la production de miel n'a pas cessé malgré le contexte plutôt déprimant. Derrière, à l'abri des regards, on remplit encore des pots. À quelques jours d'intervalle, le directeur de l'entreprise pulvérise d'importantes quantités d'insecticides sur ses entrepôts. Mais cela n'arrête pas les coléoptères, comme le démontre fort bien David Westervelt à l'aide d'une simple pelle. Des nymphes, de jeunes adultes, d'autres nymphes. Elles peuvent s'enfoncer dans le sol aussi loin qu'elles le veulent. Et elles continuent de se métamorphoser. Cette situation est certes rare et le propriétaire du rucher en est en partie responsable. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est sûrement un problème qui s'est aggravé. Il doit s'occuper de ses ruches. Certains apiculteurs devraient être plus propres, ne pas laisser traîner de pollen ni de ruches mortes. C'est un grave problème et il faut s'y attaquer. Si l'apiculteur intervient avant que les larves puissent s'enfoncer dans le sol, il peut stopper le cycle, après qu'un coléoptère ait produit des milliers de larves. Il faut éviter que ces milliers de larves ne se métamorphosent, sortent et engendrent des millions de coléoptères. Et c'est ce qui va arriver si on ne s'occupe pas de ce problème. David Westervelt réprimande le propriétaire du rucher. Il pense gazer les entrepôts et il peste contre l'inaction des autorités. Qu'est-ce qu'un petit apiculteur comme Ali Crosby, par exemple, peut faire pour protéger ses abeilles? Voyant qu'il n'y avait pas de correctif approprié, Ali Crosby a mené quelques expériences.
Il a bouché l'entrée habituelle qu'il a remplacée par un petit tube de plastique, dans l'espoir que les coléoptères ne puissent pas entrer. J'ai placé un tuyau de PVC et j'ai fermé l'entrée habituelle afin d'empêcher les coléoptères d'entrer dans la ruche. Ça semble avoir fonctionné jusqu'à un certain point, mais ça ne va pas les stopper complètement. Il a placé un plateau de métal sous l'entrée afin d'interrompre le cycle de développement des larves. Elles y tombent et elles meurent. Eh bien, on a pensé à toutes sortes de possibilités de traitements, légaux et illégaux. C'est ce qui arrive. Les gens sont désespérés, ils essaient n'importe quoi. Des produits comme le Bear Strip, qui sont approuvés par notre ministère de l'Agriculture, sont inefficaces. En fait, ils ne sont pas efficaces. Ils ne réduisent même pas les parasites à un niveau acceptable. Avant, ces produits réduisaient les populations de vermines à un niveau acceptable, mais contre le petit coléoptère de la ruche, ils sont complètement inefficaces. La chose à éviter, c'est de laisser traîner les vieilles ruches et les vieux cadres. Aux yeux des Européens, ces comportements des Américains paraissent négligents. On considère trop souvent les abeilles comme des objets et on ne leur accorde pas les soins auxquels elles ont droit. Mais une autre raison explique cette prolifération des coléoptères. Aux États-Unis, les apiculteurs itinérants franchissent les limites des États sans restriction ni contrôle. Les frontières nationales des États-Unis font toutes l'objet d'un contrôle strict afin d'éviter l'entrée de tout élément biogénique étranger. Mais les limites entre les États sont ouvertes au commerce en tout genre. Les apiculteurs américains parcourent d'énormes distances, de la Floride jusqu'au nord par exemple. Un parcours de plus de 2000 km n'est pas inhabituel. L'apiculteur itinérant Fred Miracle est de retour en Arizona avec sa colonie d'abeilles qu'il a amenée en Californie à 800 km. Ces abeilles ont participé à la pollinisation des amandiers. Il va repartir bientôt en emportant peut-être à son insu quelques coléoptères. L'inspecteur apicole Lawrence Scott de l'Université de Gainesville en Floride évalue les risques d'une longue épidémie. Je suis certain qu'ils ont été introduits en Californie. Jusqu'ici, on n'a pas constaté de dommages dans les ruches. Mais ils n'ont pas de programme d'inspection et personne ne surveille cela de près. Le climat pourra peut-être endiguer la prolifération du coléoptère, bien qu'on en ait déjà trouvé au Canada, au nord du 45e parallèle. Dans la chaleur des ruches, il semble en tout cas très bien résister aux rigueurs de l'hiver du Minnesota. Ce sont des signaux d'alarme affligeants pour l'industrie apicole. Le plus grand producteur de miel du sud-est des États-Unis a de la difficulté à livrer ses commandes depuis un certain temps. Il doit importer du miel du Brésil et d'Argentine. Quand et comment le petit coléoptère de la ruche va-t-il s'y répandre? La quantité de miel va-t-elle baisser? Les prix vont-ils encore augmenter? Le mode de propagation n'est pas un mystère. Le coléoptère va se répandre à travers le monde grâce au commerce des fruits, mais aussi à celui des ruches qui est très intense depuis 20 ans. Les experts conviennent que ce n'est qu'une question de temps. Le Canada est au 6e rang des pays producteurs de miel et notre miel a une très bonne réputation. En tout, dans le pays, on compte quelques 10 000 producteurs concentrés principalement en Saskatchewan, au Manitoba et en Alberta. Donc ça concerne beaucoup de monde, cette menace, sans compter aussi tous les autres producteurs de fruits et de légumes qui ont besoin des abeilles pour la pollinisation. Donc, on va continuer de suivre l'évolution de ce fléau et on va vous tenir au courant, bien sûr. Voilà. Restez avec nous après la pause. Quelques mots sur notre prochaine émission.